Quand le père de Maxime a découvert la lettre cachée dans le tiroir de son bureau, il a hurlé si fort que les voisins ont allumé leur lumière en pleine nuit. Ce qui arriva ensuite fut encore plus dévastateur. Maxime fut arraché de force à Émile, son petit ami depuis 2 ans, et envoyé dans un internat lointain à Lyon, loin de Paris et de tout ce qui faisait son monde. Le lycéen de 19 ans n'avait pas eu le temps de dire au revoir. Il se souvenait seulement des mains fermes de son père qui le poussait vers la voiture, des larmes silencieuses d'Émile derrière la fenêtre, et de cette phrase froide, « Dans cette famille, on ne tolère pas ça ». Maxime fixait maintenant le plafond de sa chambre austère au lycée Saint-Exupéry. Les murs blancs lui rappelaient une prison. 2 mois s'étaient écoulés depuis la séparation brutale. Chaque matin, il se réveillait avec le même vide dans la poitrine. Émile lui manquait comme l'air. Ils s'étaient rencontrés en terminale, lors d'un projet de théâtre. Émile, avec ses cheveux blonds en bataille et son sourire confiant, avait tout de suite vu en Maxime le garçon timide qui cachait un monde intérieur immense. Leur amour avait grandi en secret, rendez-vous au jardin du Luxembourg après les cours, messages codés sur des feuilles de cahier, baisers volés derrière les gradins du stade. Personne ne savait, jusqu'à ce que la mère de Maxime trouve une photo oubliée dans son téléphone. « Tu vas gâcher ta vie », avait-elle murmuré en pleurant, mais c'était le père qui avait décidé. Ingénieur strict, catholique pratiquant, il ne pouvait pas accepter que son fils unique choisisse cette voie. Il avait contacté le proviseur, arrangé le transfert en urgence. Maxime avait supplié, pleuré, promis de se taire. Rien n'y avait fait. « Tu me remercieras plus tard », avait dit son père en claquant la porte de la nouvelle chambre. À Paris, Émile vivait un enfer similaire. Ses parents, plus ouverts mais soucieux de la réputation du cabinet d'avocat familial, l'avaient forcé à réfléchir. Ils ne l'avaient pas chassé, mais ils avaient interdit tout contact. Émile errait dans les couloirs du lycée Victor Hugo comme un fantôme. Ses amis, Clara et Thomas, essayaient de le soutenir, mais comment expliquer ce trou béant dans sa vie? Il relisait les derniers messages de Maxime, « Je t'aime, quoi qu'il arrive. Attends-moi. » Mais les jours passaient et le silence devenait assourdissant. Au lycée Saint-Exupéry, Maxime tentait de survivre. Il s'était inscrit au club de théâtre, comme pour garder un lien invisible avec leur rencontre. Là, il avait rencontré Sophie, une fille vive qui devint vite sa confidente. Elle ne jugeait pas. « L'amour, c'est l'amour », disait-elle simplement en lui tendant un café pendant les répétitions. Grâce à elle, Maxime commença à écrire. Des lettres qu'il n'envoyait jamais, des poèmes sur la liberté perdue. Il grandissait malgré lui. La colère contre son père se transformait en détermination. « Je ne vais pas laisser ça me détruire », se répétait-il chaque soir en regardant la lune par la fenêtre. Pourtant, la nuit, les souvenirs revenaient. Le premier baiser d'Émile sous la pluie, près de la Seine. La promesse faite sur le pont des Arts, peu importe ce que disent les autres, on reste ensemble. Maxime serrait son oreiller en étouffant ses sanglots. Il se demandait si Émile pensait encore à lui. Avait-il rencontré quelqu'un d'autre? La peur le rongeait. À Paris, Émile se posait les mêmes questions. Il avait coupé les ponts avec certains amis qui ne comprenaient pas. Seule sa sœur cadette, Léa, osait lui parler franchement, « Tu ne peux pas abandonner. Maxime t'aime. Batte-toi. » Le trimestre avançait. Maxime excellait en littérature, comme si les mots pouvaient combler le vide. Le proviseur, M. Laurent, remarqua son talent et lui proposa de diriger la pièce de fin d'année. Roméo et Juliette, ironie du sort. Maxime accepta. Sur scène, il pourrait enfin exprimer ce qu'il taisait. Pendant les répétitions, il se surprenait à jouer avec une passion nouvelle. Sophie lui glissa un jour, « Tu joues comme si c'était réel. »
Il sourit tristement. C'était réel. À des centaines de kilomètres, Émile recevait une lettre anonyme. Une enveloppe sans expéditeur, postée de Lyon. À l'intérieur, une seule phrase, le spectacle de fin d'année à Saint-Exupéry sera spécial. Viens. Son cœur bondit. Il savait. Maxime. Il ne pouvait pas ignorer ce signe. Malgré l'interdiction de ses parents, il commença à planifier. Il économisa son argent de poche, demanda un congé scolaire pour « visite familiale ». Clara et Thomas l'aidèrent à garder le secret. « On vient avec toi », promirent-ils. Maxime, lui, ignorait tout. Il répétait la scène finale de la pièce, où Roméo retrouve Juliette. Chaque réplique lui déchirait le cœur. Si seulement, murmurait-il entre deux prises. Sophie le prit à part, « Tu vas bien ?» Il hocha la tête, mais ses yeux disaient le contraire. La nuit précédant la première, il écrivit une dernière lettre qu'il glissa dans sa poche. « Si tu lis ça un jour, sache que je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Il ne savait pas que le destin allait bientôt la lui rendre. Le jour de la générale approchait. Le lycée bourdonnait d'excitation. Maxime sentait une énergie nouvelle en lui. Il avait mûri. La séparation l'avait forcé à se regarder en face, à accepter qui il était sans excuse. « Je suis gai, et je n'en ai pas honte », se disait-il maintenant devant le miroir. C'était un premier pas vers la liberté. Mais le manque d'Émile restait une plaie ouverte. Il ne savait pas encore que, dans le train pour Lyon, un blond aux yeux verts serrait son billet en murmurant son prénom. Le train entra en gare de Lyon-Pardieu sous un ciel gris qui contrastait avec l'espoir brûlant dans la poitrine d'Émile. Il descendit avec Clara et Thomas, sac sur l'épaule, comme trois amis en voyage scolaire. Personne ne devait savoir la vraie raison. Émile avait menti à ses parents, « Je vais voir un oncle pour le week-end ». Ils avaient accepté, soulagés qu'il passe à autre chose. Mais Émile n'avait jamais été aussi déterminé. Maxime était là, quelque part dans cette ville. Il le sentait. Au lycée Saint-Exupéry, les répétitions battaient leur plein. Maxime ajustait les lumières de la scène quand Sophie arriva en courant. « Il y a des visiteurs de Paris pour la pièce. 3 élèves de Victor Hugo. Ils veulent assister à la générale. » Maxime haussa les épaules, distrait. Paris était loin, trop loin. Il ne pouvait pas savoir que parmi ces visiteurs se trouvait l'amour de sa vie. La répétition commença. Il incarnait Roméo avec une intensité qui surprenait tout le monde. Sa voix tremblait sur les mots d'adieu, ainsi, avec un baiser, je meurs. Le silence dans la salle fut total. Même. Laurent essuya une larme discrète. Après la répétition, Maxime sortit prendre l'air dans la cour. Le soleil perçait enfin les nuages. Il s'assit sur un banc, sortit la lettre de sa poche et la relut. Soudain, une voix familière derrière lui, « Tu joues toujours aussi mal les scènes de mort. » Maxime se figea. Il tourna la tête lentement, comme dans un rêve. Émile était là, plus beau que jamais, les cheveux un peu plus longs, les yeux brillants de larmes contenues. Clara et Thomas restaient en retrait, souriant. Maxime se leva, les jambes tremblantes. « Émile comment ?» Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre sans un mot de plus. Le monde autour disparut. Les élèves qui passaient s'arrêtèrent, intrigués. Sophie, qui arrivait, comprit tout en un regard. Elle fit signe aux autres de respecter ce moment. Émile murmura contre l'épaule de Maxime, « Je n'ai pas pu rester loin. Ta lettre anonyme j'ai su. » Maxime rit à travers ses larmes, « Je ne l'ai pas envoyée. » Ils rirent ensemble, comme avant. Mais la réalité revint vite. « Mon père il ne doit pas savoir. »
Émile serra plus fort, on trouvera une solution. Ensemble. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Au réfectoire ce soir-là, les murmures fusaient. C'est le nouveau qui joue Roméo? Et ce blond de Paris? Maxime et Émile s'installaient à une table isolée avec Sophie, Clara et Thomas. Pour la première fois depuis des mois, Maxime se sentait vivant. Ils parlèrent pendant des heures. Émile raconta les nuits sans sommeil, les disputes avec ses parents. Maxime avoua la colère contre son père, la peur d'être brisé. J'ai grandi, tu sais. Je ne me cacherai plus. Émile posa sa main sur la sienne, sans peur du regard des autres. Moi non plus. Pourtant, des obstacles restaient. Le père de Maxime avait des contacts partout. Si la nouvelle arrivait à Paris, le scandale éclaterait. Émile proposa, on attend la fin de l'année. Ensuite, on part à la fac ensemble. Montpellier, peut-être. Loin de tout. Maxime hésita. Sacrifier encore. Mais voir Émile ici, réel, le rendait fort. Sophie intervint, le spectacle de demain peut être votre déclaration. Joue avec ton cœur, Maxime. Tout le monde comprendra. La nuit fut courte. Dans la chambre d'internat qu'Émile partageait secrètement avec ses amis, Maxime rejoignit son petit ami après le couvre-feu. Ils ne firent que parler, se tenir la main, se promettre l'avenir. Tu m'as manqué à en crever, souffla Émile. Maxime répondit par un baiser doux, plein de tendresse accumulée. Au matin, le lycée entier semblait différent. Les élèves les regardaient avec curiosité, pas avec haine. Un garçon de terminale osa même dire à Maxime, « C'est courageux, ce que vous faites. » La générale approchait. Maxime répétait sa scène finale en pensant à Émile assis dans la salle. Quand le rideau tomba, les applaudissements furent nourris. Mais le vrai spectacle n'avait pas encore commencé. Après la représentation, pendant le pot de l'amitié dans la cour, Maxime monta sur une chaise improvisée. Le silence se fit. Je veux vous dire quelque chose. Sa voix portait loin. Émile, à ses côtés, lui tenait la main. J'ai été séparé de la personne que j'aime à cause de la peur des autres. Aujourd'hui, je refuse de me taire. Émile est mon petit ami. Et je l'aime. Les élèves retinrent leur souffle. Puis, lentement, des applaudissements s'élevèrent. Sophie cria la première, suivie de Clara et Thomas. Bientôt, toute la cour résonnait. Des larmes coulaient sur des visages inconnus. Un professeur murmura, enfin, la vérité. Maxime et Émile s'embrassèrent au milieu de la foule, sous les flashs des téléphones. Ce n'était pas la fin des problèmes, mais le début de leur liberté. Le père de Maxime apprendrait la nouvelle par un appel furieux du proviseur. Mais pour l'instant, dans cette cour baignée de soleil, l'amour triomphait. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. La vidéo de la déclaration de Maxime avait circulé sur les réseaux du lycée. Certains parents s'indignèrent, d'autres envoyèrent des messages de soutien anonymes. Maxime reçut un appel de sa mère, voix brisée, « Ton père est furieux, mais moi je suis fier. » C'était la première fissure dans le mur familial. Émile, lui, affronta ses propres parents par téléphone. « Si vous ne m'acceptez pas, je partirai après le bac. » Sa sœur Léa, restée à Paris, le soutenait en secret. Au lycée, l'atmosphère avait changé. Le club de théâtre devint un refuge pour plusieurs élèves qui osaient enfin parler de leur orientation. Maxime et Émile animaient des discussions informelles après les cours. « L'amour n'a pas de genre », disait Maxime, citant une réplique qu'il avait écrite. Sophie organisait des ateliers d'écriture où chacun partageait ses peurs. Thomas et Clara, hétéros mais alliés fidèles,
distribuer des tracts pour une pétition contre l'homophobie à l'école. Le proviseur, surpris mais bienveillant, les laissa faire. Le monde change, confia-t-il à Maxime un soir. Pourtant, les crises internes persistaient. Maxime se réveillait parfois en sueur, rêvant que son père venait le chercher de force. Émile luttait contre la culpabilité, avait-il précipité les choses en venant? Un soir, une dispute éclata. « Tu risques tout pour moi » cria Maxime. Émile répondit calmement, « C'est mon choix. » Comme le tien de rester debout. Ils se réconcilièrent sous les étoiles, dans le parc du lycée. Ce moment scella leur engagement. Ils décidèrent de tout miser sur l'avenir commun. Les examens approchaient. Maxime révisait avec une ferveur nouvelle. Émile l'aidait en maths, matière où il excellait. Leurs amis formaient un cercle protecteur. Un week-end, ils organisèrent un pique-nique secret au bord du Rhône. Là, loin des regards, Maxime et Émile purent enfin être eux-mêmes sans crainte. Ils parlèrent de leurs rêves, Maxime voulait écrire, Émile devenir avocat pour défendre les droits LGBT. « On va y arriver », promit Émile en posant sa tête sur l'épaule de son amoureux. Mais la pression familiale ne faiblissait pas. Le père de Maxime envoya un mail au proviseur exigeant le retour immédiat. M. Laurent refusa poliment, citant le bien-être de l'élève. Maxime lut le mail et sentit la colère monter. « Il me traite comme un enfant. » Émile le calma, « Montre-lui que tu es un homme maintenant. » Cette nuit-là, Maxime écrivit une longue lettre à son père. Pas de supplique, mais une explication claire de qui il était. Il la posta le lendemain. Les semaines passèrent. Les notes de Maxime remontaient. Il obtint même le rôle principal dans la pièce de fin d'année officielle. Émile, inscrit comme visiteur régulier, assistait à toutes les répétitions. Leur amour, public désormais, inspirait les autres. Une fille de seconde confia à Sophie, « Grâce à eux, j'ose enfin dire à mes parents que je suis lesbienne. » Le lycée devenait un lieu de transformation. Maxime réalisait que leur histoire dépassait leur couple. Elle touchait une communauté entière. Pourtant, un coup dur arriva. Un ancien ami de Paris, jaloux, posta une vidéo déformée sur les réseaux, accusant Émile d'avoir corrompu Maxime. La rumeur enfla. Certains élèves hésitèrent. Maxime convoqua une réunion d'urgence avec le club. La vérité, c'est nous qui la disons. Ils organisèrent une soirée débat ouverte. Émile parla avec émotion de leur séparation forcée, des nuits de doute. Maxime ajouta, « L'amour vrai ne détruit pas, il construit. » Les applaudissements fusèrent. La rumeur mourut. À Paris, le père de Maxime recevait des appels de collègues choqués. Il s'enferma dans son bureau, relisant la lettre de son fils. Pour la première fois, il doutait. La mère osa lui dire, « Et si on avait tort ?» Il ne répondit pas, mais le silence était déjà un début. Léa envoya un message à Émile, « Papa lit tout sur le lycée. Il change. » L'espoir grandissait. Maxime et Émile passèrent leur première nuit complète ensemble, autorisés par le proviseur compréhensif. Pas de passion interdite, juste la tendresse de deux corps qui se retrouvent après la tempête. Ils parlèrent jusqu'à l'aube de leur avenir. Après le bac, on loua un studio. Le matin, main dans la main, ils marchèrent vers les salles d'examen. Le lycée entier les saluait maintenant comme des symboles. Maxime se sentait enfin libre. La séparation l'avait brisé, mais la réunion l'avait reconstruit plus fort. Émile, à ses côtés, rayonnait. Leur amour n'était plus un secret honteux, mais une lumière pour tous. Les résultats du bac tombèrent comme une délivrance.
Maxime et Émile reçurent leur mention très bien le même jour. Le lycée organisa une fête en leur honneur, sans le dire explicitement. Le proviseur prononça un discours sur le courage et l'acceptation. Sophie pleura en serrant Maxime dans ses bras, « Tu as changé ma vie ». Clara et Thomas promirent de venir les voir à Montpellier. La séparation des amis fut douce amère. Mais l'avenir appelait. À Paris, le père de Maxime attendait à la gare. Il n'avait pas prévenu. Quand Maxime descendit du train avec Émile, le silence fut lourd. Puis, contre toute attente, le père tendit la main à Émile, « On peut parler ?» Ils s'installèrent dans un café près de la gare. Le père avoua ses peurs, son éducation rigide, la pression sociale de son milieu. « J'ai eu tort de te forcer. Ta mère m'a ouvert les yeux. » Maxime, les larmes aux yeux, répondit, « Je ne veux pas que tu changes pour moi. Change pour toi. » Émile ajouta simplement, « On ne demande pas la permission d'aimer. » Le père hocha la tête. Ce n'était pas l'acceptation totale, mais un pont. Les mois d'été furent idylliques. Maxime et Émile louèrent un petit appartement près de la fac de Montpellier. Ils travaillaient l'été dans un café littéraire pour payer le loyer. Chaque soir, ils cuisinèrent ensemble, parlèrent de leur cours à venir. Maxime écrivait un roman inspiré de leur histoire. Émile préparait son entrée en droit. Les disputes étaient rares, toujours résolues par un baiser et une promenade sur la plage. La famille d'Émile, plus ouverte, les invita pour Noël. Sa mère prépara un repas spécial, « Vous êtes les bienvenus. » Pourtant, la société n'était pas parfaite. À la fac, quelques regards désapprobateurs surgissaient. Un professeur homophobe fit une remarque déplacée en cours. Maxime et Émile organisèrent une pétition étudiante. Des dizaines signèrent. Le professeur fut rappelé à l'ordre. Leur couple devenait militant sans le vouloir. Maxime publia son premier article dans un journal étudiant, « L'amour après la tempête ». Les lecteurs affluèrent. Un jour, une lettre arriva de Paris. Le père de Maxime invitait les deux garçons pour le week-end. Ils acceptèrent. Le dîner fut tendu au début, puis chaleureux. Le père posa des questions sincères sur leur vie. « Je ne comprends pas tout, mais je vois que tu es heureux. » Maxime serra la main d'Émile sous la table. C'était une victoire silencieuse. La mère pleura de joie en les voyant partir. De retour à Montpellier, ils fêtèrent leur premier anniversaire de retrouvailles. Émile offrit une bague simple, pas de mariage encore, mais une promesse. Maxime pleura. Leur amour avait survécu à la séparation, aux pressions, aux doutes. Il avait grandi, mûri. Maxime n'était plus le garçon timide. Il était un homme fier. Émile, autrefois impulsif, avait appris la patience. Il savait maintenant que l'amour demandait des choix quotidiens. L'année universitaire passa vite. Maxime excella en lettres, Émile en droit. Ils participèrent à la Pride de Montpellier, main dans la main. Des amis du lycée vinrent les rejoindre. Sophie, devenue photographe, immortalisa le moment. « Vous êtes mon inspiration », leur dit-elle. La vie continuait, riche de rencontres. Un jeune étudiant en première année leur confia sa propre histoire de coming out. Maxime l'écouta des heures. « Tu n'es pas seul », lui répéta-t-il. Pourtant, un dernier obstacle surgit. Le père d'Émile perdit un gros client à cause de rumeurs sur son fils, militant. Il appela, furieux. Émile tint bon, « Si mon amour te coûte des clients, change de client. » Son père finit par rire, « Tu as raison. Je suis fier de toi. » La famille entière évoluait. Maxime et Émile réalisèrent que leur combat avait des ondes positives loin d'eux.
À la fin de l'année, ils organisèrent une petite fête dans leur appartement. Tous leurs proches étaient là, Sophie, Clara, Thomas, Léa, même le père de Maxime en visio. Le toast fut simple, à l'amour qui guérit. Maxime regarda Émile et sut que rien ne pourrait plus les séparer. Leur histoire, née d'une douleur, était devenue une force. Le lycée Saint-Exupéry restait dans leur cœur comme le lieu où tout avait basculé. Ils y retourneraient un jour, en invités d'honneur. Les années passèrent, mais le souvenir de cette réunion au lycée restait gravé. Maxime venait de publier son premier roman, inspiré de leur vie. Le livre, intitulé « Lettres de Lion », devint un best-seller discret dans les cercles LGBT français. Émile, maintenant avocat, défendait des jeunes discriminés. Ils vivaient toujours à Montpellier, dans une maison avec jardin où ils accueillaient des amis. Un soir, une invitation arriva, le lycée Saint-Exupéry fêtait ses 150 ans. Ils étaient conviés comme anciens élèves emblématiques. Maxime hésita. Retourner là où la douleur avait commencé? Émile le convainquit, c'est notre histoire. Montrons aux nouveaux qu'on a gagné. Ils prirent le train, main dans la main. À l'arrivée, Sophie les attendait, devenue professeure de théâtre. Tout le monde parle de vous. Le proviseur, toujours aime. Laurent, les serra dans ses bras, vous avez changé cet endroit. La cérémonie fut émouvante. Maxime monta sur scène pour un discours. Il raconta leur séparation forcée, la lettre anonyme, la déclaration publique. Émile se tenait à ses côtés. La salle entière, élèves et professeurs mélangés, retenait son souffle. Des larmes coulèrent quand Maxime conclut, l'amour n'obéit pas aux ordres. Il triomphe. Les applaudissements durèrent 5 minutes. Des jeunes du club théâtre vinrent les remercier. Un garçon de 16 ans murmura, « Grâce à vous, j'ai osé dire à mes parents. » Après la fête, ils marchèrent dans la cour où tout avait commencé. Maxime sortit de sa poche la vieille lettre froissée. « Je l'ai gardée. » Émile sourit, « Et moi, j'ai gardé ton dernier message. » Ils s'embrassèrent sous le même soleil qui avait vu leur premier baiser public. Des élèves les photographièrent discrètement, inspirés. De retour à Montpellier, ils décidèrent d'écrire un livre à 4 mains. Pas un roman, mais un guide pour les jeunes confrontés aux pressions familiales. Pour que personne ne vive ce qu'on a vécu seul, expliqua Maxime. Le projet les rapprocha encore. Émile gagna un procès important contre une entreprise discriminatoire. Maxime reçut un prix littéraire pour son engagement. Leur vie était pleine, mais ils n'oubliaient jamais les racines. Un appel de Paris changea toute une nouvelle fois. Le père de Maxime était malade. Ils rentrèrent immédiatement. À l'hôpital, le père, affaibli, prit la main d'Émile, « Merci de l'avoir rendu heureux. J'ai été idiot. » Maxime pleura. La réconciliation fut totale. La mère organisa un dîner familial où Émile fut traité comme un fils. Léa, maintenant mariée, amena son bébé, vous serez les parrains. Les mois suivants furent doux. Maxime et Émile adoptèrent un chat qu'ils nommèrent Roméo. Ils voyageaient en Europe, parlaient à des associations. Leur histoire inspirait des documentaires courts. Un jour, au lycée Victor Hugo de Paris, ils donnèrent une conférence. Clara et Thomas, maintenant professeurs, étaient dans la salle. « Vous avez commencé ici, et regardez où vous en êtes, » dit Thomas. Pourtant, la vie gardait ses épreuves. Une crise économique toucha leur quartier. Ils aidèrent des voisins en difficulté, sans distinction. Maxime écrivit un article, « L'amour rend solidaire ». Émile défendit gratuitement des cas similaires aux leurs. Leur couple restait solide, nourri par les épreuves passées.
Il savait que la liberté se défendait chaque jour. Un soir d'été, sur la plage de Montpellier, Émile s'agenouilla. « Veux-tu m'épouser » Maxime, surpris, accepta en riant. Le mariage fut simple, entouré de leurs proches. Le père de Maxime porta un toast à mon fils et à l'homme qui l'a sauvé. Tout le monde pleura de joie. Leur vie continuait, riche et vraie. Mais ils revenaient souvent au lycée en pensée. C'était là que l'adolescent timide était devenu un homme libre. Émile, autrefois séparé de force, était maintenant son ancre. Leur amour avait traversé l'enfer pour devenir lumière point égale. Le mariage fut célébré un samedi ensoleillé à Montpellier. La cour de la mairie était pleine de rires et de fleurs. Sophie filmait tout, Clara tenait le bouquet, Thomas faisait le témoin. Le père de Maxime, guéri, serra longuement Émile dans ses bras. « Vous avez gagné » murmura-t-il. La mère pleurait de bonheur. Léa et sa famille applaudissaient. Même des anciens du lycée Saint-Exupéry avaient fait le voyage. Après la cérémonie, ils partirent en lune de miel en Bretagne. Là, face à la mer, ils parlèrent de l'avenir. Maxime voulait un enfant par adoption. Émile sourit, « On commencera par un chien. » Ils rirent, conscients que leur chemin serait long mais ensemble. De retour, ils s'installèrent dans une maison plus grande. Maxime termina son deuxième roman. Émile ouvrit son propre cabinet spécialisé en droit LGBT. Leur quotidien était fait de petits bonheurs, café du matin, promenades, débats passionnés. Des années plus tard, ils retournèrent au lycée Saint-Exupéry pour l'inauguration d'une salle nommée en leur honneur, salle Maxime et Émile pour l'amour et le courage. Des centaines d'élèves étaient présents. Maxime prit la parole une dernière fois, « Nous n'étions que deux garçons séparés par la peur. Aujourd'hui, nous sommes une famille. » Émile ajouta, « N'ayez jamais honte de qui vous êtes. » Les standing ovations durèrent longtemps. Un jeune couple gai du lycée les remercia, « Vous nous avez montré la voie. » Leur vie devint un exemple. Ils donnèrent des conférences dans toute la France. Des livres furent écrits sur leur histoire. Mais au fond, ils restaient les mêmes, deux hommes qui s'aimaient malgré tout. Le père de Maxime, maintenant grand-père par alliance, venait souvent les voir. « J'ai appris grâce à vous, » disait-il. Un soir d'hiver, assis près de la cheminée, Maxime regarda Émile, « Tu te souviens du jour où ton père m'a forcé à partir ?» Émile répondit, « Je me souviens surtout du jour où je suis revenu. » Ils s'embrassèrent, comme au premier jour. Leur amour avait vaincu la pression, les malentendus, les sacrifices. Il avait transformé un lycée entier, une famille, une société. Aujourd'hui, en regardant leurs photos anciennes, ils souriaient. Le garçon timide et le blond confiant étaient devenus des hommes accomplis. Leur histoire continuait, écrite chaque jour. Et quelque part, dans un lycée français, un autre Maxime et un autre Émile se rencontraient, inspirés par eux sans le savoir. Est-ce vrai que l'amour entre deux hommes ne peut jamais triompher des pressions familiales et sociales en France? Répondez dans les commentaires.